L'effervescence matinale dans le quartier populaire de Belleville fut soudain interrompue par un malaise gênant. Un vieux monsieur aux cheveux poivre et sel, portant un manteau râpé et des chaussures usées par les trottoirs de Paris, fouillait nerveusement dans ses poches à la recherche de quelques pièces. Les clients, majoritairement des cadres pressés ou de jeunes habitants du quartier, jetèrent sur lui des regards lourds de jugement, se murmurant quelques mots à voix basse derrière leur tasse de café. Tout semblait figé, le tintement habituel des petites cuillères ayant laissé place à une tension palpable. Derrière le comptoir, Philippe, le gérant nouvellement arrivé, s'avança d'un ton sec et bien distinct, coupant net les hésitations du vieil homme. Il rappela à tout le monde, d'une voix claire et assez dure, que la politique de la brasserie était simple. Pas de paiement, pas de service. Il lança un regard qui en disait long, exigeant une conformité sans exception. Pour le vieil homme, la honte semblait inévitable. Il baissa un instant les yeux, tentant de garder une certaine fierté malgré la situation. Dans un coin, Lucie observait la scène, une grande cafetière encore à la main, immobilisée entre deux tables. Elle ne pouvait s'empêcher de faire le parallèle entre cette scène et une histoire de sa propre famille, où un instant d'humiliation s'était gravé dans la mémoire collective des siens. Ce n'est pas un sens du devoir, ni une quête de reconnaissance qui la poussa à agir, mais une compassion spontanée profondément ancrée depuis l'enfance. Tout allait très vite, et l'atmosphère tendue ne laissait aucune place à la réflexion. Lucie déposa la cafetière sur le plateau, s'avança résolument et annonça à Philippe qu'elle allait payer le café du monsieur. Elle savait, aucun café en moins sur sa paie de la semaine ferait la différence à la fin du mois, mais c'était un sacrifice qu'elle choisissait en conscience. Un silence étonné s'abattit dans la salle. Le regard de Philippe se durcit un peu plus, mais Lucie n'en démordit pas. Elle sortit quelques euros, les posa sur le comptoir et se tourna vers le vieil homme, lui adressant un sourire simple, mais sincère. D'un seul geste, elle venait de tendre la main à un inconnu qui n'avait pour lui que la dignité qu'il s'efforçait de garder, malgré sa veste élimée et ses poches vides. Les autres clients détournèrent les yeux, comme si cet acte d'humanité révélait quelque chose qu'ils auraient préféré ignorer. La réaction de Philippe ne se fit pas attendre. Derrière son air faussement neutre, on sentait une rage retenue, mêlée à une pointe de sarcasme. Même s'il attrapa les pièces que Lucie venait de déposer sur le comptoir, son attitude laissait clairement entendre qu'elle venait de chambouler l'ordre établi. Il marmonna quelque chose sur le respect du règlement, le regard pesant sur Lucie, comme s'il voulait lui rappeler qui tenait vraiment le pouvoir ici. Pourtant, elle ne broncha pas et tint tête, bien que dans son ventre, elle sent une boule d'angoisse se former. Le vieux monsieur, après un court silence, reçut finalement sa tasse de café. Ses mains tremblaient légèrement, soit à cause de l'émotion, soit parce qu'il affrontait un froid intérieur que seule la gêne peut provoquer. Il murmura un faible merci, presque imperceptible, n'osant pas regarder quiconque dans les yeux. Autour, la brasserie était parcourue de petits chuchotements, de regards qui allaient et venaient sans jamais s'arrêter sur le vieil homme ni sur Lucie. On percevait comme un malaise collectif, une impression désagréable que le quotidien venait d'être fissuré. Plus personne n'osait vraiment lever la tête ni commenter ouvertement la scène, chacun reprenant sa routine, mais dans une atmosphère plus lourde. Lucie, malgré la tension palpable, décida de rester à côté du monsieur. Elle lui proposa un peu de sucre, lui demanda s'il voulait un verre d'eau, cherchant à alléger sa gêne. Ils échangèrent quelques mots très simples, de petites marques d'attention qui rompaient avec l'indifférence ambiante. Dans son dos, elle sentait les regards désapprobateurs de Philippe et des autres clients, mais elle choisit de les ignorer. Impossible pour elle de ne pas penser à sa grand-mère, qui lui racontait souvent comment on la regardait de travers, autrefois, parce qu'elle venait d'une autre région ou qu'elle n'était pas habillée comme il faut. Cette histoire lui remontait soudain à l'esprit. Et c'était comme si, en offrant un café à ce monsieur, elle luttait un peu contre la même injustice. En surface, son geste semblait banal, une cliente qui paie pour un inconnu.
mais en profondeur. C'était une réponse silencieuse à cette indifférence pesante, gravée dans les habitudes parfois cruelles du quotidien parisien. Pour Lucie, ce n'était pas seulement un acte isolé, c'était un appel à voir chaque personne, avec dignité, à oser changer les petites règles quand elles deviennent inhumaines. Le lendemain matin, bien avant que la brasserie ne commence à se remplir, Lucie reçut la convocation qu'elle redoutait. La voix sèche de Philippe résonna dans l'arrière-boutique. On lui demanda de passer dans le petit bureau, exigu, là où s'accumulaient toujours des papiers en désordre et l'odeur persistante du tabac froid. À peine installée sur la chaise bancale, Lucie sentit que le ton serait différent des habituelles conversations sur les plannings ou les commandes. Philippe, le visage fermé, ne la regardait presque pas dans les yeux. D'emblée, il lança la conversation sur un ton froid, à mi-chemin entre accusation et fausse sympathie, expliquant que son geste de la veille n'était pas seulement un problème de caisse, mais surtout une remise en question de l'autorité. Il sortit fièrement un dossier fatigué, en tira une feuille imprimée et la posa devant elle. C'était un avertissement officiel. Chacune des phrases rédigées dans ce vocabulaire administratif impersonnel que Lucie détestait depuis toujours. Il lui signifia, d'un ton assez ferme pour laisser peu de place à la discussion, que ce genre d'attitude ne pouvait pas être toléré et qu'un nouveau écart aurait des conséquences sérieuses, même s'il ne disait pas clairement lesquelles. La menace était là, flottant dans l'air entre eux. Lucie sentit ses mains devenir moites et peinait à tenir le stylo. À cet instant, son regard rencontra celui de Philippe et quelque chose la frappa. Il n'avait pas l'air aussi confiant qu'il le voulait. Ses yeux allaient sans cesse de la feuille à une petite caméra de sécurité suspendue dans le coin du bureau, comme s'il guettait une présence invisible. Cette nervosité soudaine, à peine dissimulée sous ses airs de supérieur, éveilla la curiosité de Lucie. Elle signa finalement l'avertissement, sa signature tremblante sur le papier. Elle savait qu'on espérait la décourager, la pousser à rentrer dans le rang. Mais, en quittant le bureau, abattue mais pas brisée, Lucie avait un sentiment nouveau. Elle comprenait que ceux qui semblent tenir le pouvoir ne sont pas toujours aussi solides qu'ils le prétendent. Peut-être que ce malaise cachait d'autres failles dans la gestion de Philippe ou révélait une peur de perdre la face devant ses supérieurs. Lucie sortit du bureau affaiblie, un peu inquiète pour son job, mais désormais plus attentive à ces détails qui pouvaient, qui sait, changer le cours des choses. À la fin de son service, Lucie était épuisée. Cette journée avait été plus lourde que d'habitude, entre la tension dans l'équipe, les regards fuyants et une impression persistante d'être surveillée. En rangeant son tablier près des vestiaires, elle remarqua un petit objet étrange, posé sur ses affaires, une enveloppe crème sans adresse ni indication, glissée discrètement entre ses clés et son carnet de commandes. Intriguée, elle l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur un simple carton blanc décoré d'un trait de stylo bleu sur lequel étaient écrits quelques mots. « Vous avez fait la différence aujourd'hui. Merci d'avoir rappelé que le monde a besoin de gestes comme le vôtre. » Sous le carton, un billet de 50 € était soigneusement plié. Lucie sentit un frisson la traverser. Ce n'était pas qu'une histoire d'argent. Le ton de la lettre, le soin du détail, tout lui donnait le sentiment qu'il s'agissait d'un message bien plus important que de la simple gratitude. Elle resta un instant immobile, le carton en main, essayant d'imaginer qui, du vieil homme ou d'un autre client, aurait pu lui laisser une telle trace de reconnaissance. Le geste était simple mais profond, et Lucie perçut aussitôt qu'un nouveau chapitre silencieux s'ouvrait dans sa vie. En rentrant chez elle, dans cet appartement modeste du 11e arrondissement qu'elle partageait avec sa mère malade, Lucie trouva peu de répit. Avant de s'occuper du repas du soir, elle installa sa mère confortablement sur un vieux fauteuil, lui racontant quelques bribes de sa journée sans trop s'attarder sur ses propres soucis. Mais même en épluchant des légumes ou en surveillant la soupe sur le feu,
L'image du vieil homme ne quittait pas sa tête. Son regard, ce matin-là, lui était revenu plus fort. Il ne disait pas simplement merci. Il semblait exprimer un épuisement différent, comme celui de quelqu'un qui cherchait depuis longtemps une petite lumière d'humanité dans l'indifférence de la ville. Lucie comprit alors que cet échange allait bien au-delà d'une histoire de café ou de monnaie manquante. Il s'agissait d'une rencontre rare, marquée par la possibilité de défier la routine froide du quotidien et d'ouvrir, peut-être, une porte vers quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait encore l'imaginer. Les jours qui suivirent furent éprouvants pour Lucie. Dès qu'elle arrivait au travail, elle sentait la pression plus forte qu'avant, comme si chaque minute de sa journée était passée au crible. Philippe, le gérant, s'arrangeait pour la surveiller en permanence. Sur la feuille d'émargement, il se montrait tatillon, notant chaque minute de retard, chaque oubli anodin, même les plus petites maladresses sur le service ou le rangement. Quand il s'adressait à elle, c'était toujours avec cette politesse glaciale qui cache bien mal des reproches ou parfois même une hostilité à peine déguisée. Les mots « discipline » ou « professionnalisme » devenaient des outils de pression, alors que dans le fond, Lucie savait qu'il cherchait surtout à la pousser à bout. Peu à peu, l'ambiance dans la brasserie changea du tout au tout. Les collègues, d'ordinaire bavards et solidaires, gardèrent désormais leur distance. À la pause, certains évitaient de croiser son regard ou faisaient semblant de ne pas la voir. Par peur ou par lassitude, ils fuyaient tout ce qui pouvait ressembler à un conflit avec la direction. Lucie se retrouvait seule à la machine à café, le silence entre les tables paraissant plus lourd jour après jour. Elle réalisa vite que l'isolement était aussi une façon de l'épuiser moralement et peut-être de la faire craquer. Malgré tout, une personne se distinguait. Léa, une nouvelle embauchée depuis quelques semaines à peine. Léa n'était pas insensible à ces jeux d'intimidation. Entre deux vaisselles ou lors de courses rapides au réfrigérateur, elle trouvait toujours un moment pour souffler quelques mots de solidarité à Lucie, l'encourageant à tenir le coup. Un midi, alors qu'elle partageait un sandwich dans le recoin du réfectoire, Léa prit le temps de briser le silence. En chuchotant, elle confia à Lucie qu'elle n'était pas la seule à souffrir du comportement de Philippe. Selon des groupes locaux sur Internet, il avait déjà été signalé pour des abus de pouvoir dans d'autres établissements du quartier, mais ces histoires avaient toujours été étouffées ou balayées sous le tapis par la hiérarchie. Pour Lucie, soudain tout devint plus clair. Elle comprit que la toxicité du lieu de travail ne venait pas d'une simple rancœur personnelle. C'était un vrai système, bien installé, où la peur et l'isolement étaient utilisés depuis longtemps pour casser ceux qui dérangeaient l'équilibre voulu par Philippe. Ce constat, même douloureux, donna à Lucie un sentiment nouveau. Elle n'était pas folle, ni coupable. Elle faisait juste face à un problème bien plus ancien et bien plus vaste. Tout semblait repartir sur un rythme normal dans le quartier de Belleville, quand un matin, le quotidien de la brasserie fut brusquement chamboulé. Dès l'ouverture, un homme entra, vêtu d'un costume élégant et parfaitement ajusté, chaussures cirées, manteau de laine foncé sur le bras et un léger parfum boisé à son passage. Son allure détonnait au milieu des habitués plus modestes, et tout de suite, les regards convergèrent vers lui. Certains clients se redressèrent sur leurs tabourets, tandis que les serveuses, d'ordinaire animées, ralentirent le pas pour l'observer du coin de l'œil. Philippe, voyant un potentiel client important, accourut avec cette politesse surfaite qu'il réservait parfois aux messieurs bien habillés. Pourtant, le visiteur resta impassible, son regard fixant Lucie au fond de la salle. Il ignora la proposition du patron, demanda d'une voix claire à être servi uniquement par elle. D'un coup, l'atmosphère tomba comme suspendue. Même les habitués baissèrent la voix, comprenant que la situation n'était pas banale. Lucie sentit son cœur battre plus vite, hésitant à avancer vers l'homme. Elle chercha dans sa mémoire, essayant de comprendre pourquoi ce visage au regard perçant lui semblait étrangement connu. En approchant, elle vit qu'il avait cet air à la fois grave et rassurant.
Une fois devant lui, il se pencha, baissa la voix et souffla « C'est moi ». Lucie écarquilla les yeux, bouche entr'ouverte. Aucun doute possible. Sous le costume, elle reconnaissait le vieil homme en difficulté qu'elle avait aidé quelques jours plus tôt, transformé à présent en un personnage d'assurance et de pouvoir qui n'avait plus rien à voir avec le client tremblant d'autrefois. Il lui fit discrètement comprendre qu'il voulait lui parler dans un endroit plus tranquille après son service, lui tendant une carte sobre où ne figurait qu'un prénom et un numéro. Lucie, déstabilisée, recula d'un pas puis hocha la tête, prise entre la curiosité et l'appréhension. Elle servit la commande de l'homme presque machinalement, sous les yeux ahuris de Philippe, perturbé de perdre le contrôle sur une chose qu'il ne comprenait pas. Ce tête-à-tête secret bouleversa Lucie. Dans les heures qui suivirent, elle réfléchit sans relâche à la possibilité qu'une histoire beaucoup plus vaste, et dont elle ne percevait encore que les premiers liens, s'entrelace désormais avec la sienne. Un simple acte de gentillesse venait de l'entraîner vers des perspectives inattendues, dépassant ce qu'elle aurait osé imaginer quelques jours plus tôt. Impossible de trouver le sommeil cette nuit-là. Après sa rencontre surprenante à la brasserie, Lucie se glissa dans son minuscule salon, alluma son vieux ordinateur et commença à taper le nom, écrit à la main sur la carte, que l'homme en costume lui avait laissé, Gabriel Fournier. Très vite, elle découvrit que ce nom revenait souvent sur Internet, lié à d'importantes institutions, à des fondations bien connues à Paris et à des projets sociaux accompagnés d'investissements massifs dans plusieurs quartiers populaires. Plus elle lisait, plus Lucie était étonnée. Gabriel Fournier n'était pas un homme ordinaire. Il avait bâti, au fil des années, une influence incroyable dans la capitale, autant dans les secteurs économiques que dans ceux du bénévolat. Des articles relatant ses dons dans les hôpitaux ou sa participation à des associations montraient un côté généreux, mais d'autres sources parlaient d'un homme mystérieux qui aimait tester la sincérité et la solidarité humaine de façon inattendue. Il semblait régulièrement se fondre dans l'anonymat, se présentant sous des apparences banales ou vulnérables pour voir si les gens autour restaient à la hauteur de leurs valeurs, surtout envers ceux que tout le monde ignore d'habitude. Ce mode d'action avait même un nom dans certains cercles discrets, l'initiative Bellevue. Dans ces milieux, on racontait qu'il avait parfois changé la vie entière d'un établissement ou d'un groupe, simplement parce qu'il y avait observé un geste de bonté désintéressé. Pour Lucie, comprendre qu'elle avait été, sans le vouloir, une participante à ce genre d'expérimentation éveilla en elle un mélange troublant de fierté et d'angoisse. D'un côté, elle se disait qu'elle avait passé un test auquel la majorité échoue, de l'autre, elle s'interrogeait sur les vraies raisons de cette rencontre. Que voulait Gabriel Fournier maintenant? Qu'allait-il lui proposer? Et à quel point cela changerait-il sa vie et celle de sa mère? Cette révélation mettait d'un seul coup ces petits conflits de la brasserie à distance. Tout ce qui semblait crucial auparavant, la surveillance de Philippe ou la froideur de ses collègues, lui paraissait presque dérisoire. À mesure que la nuit avançait, Lucie sentait que quelque chose de plus grand se préparait pour elle, bien au-delà des règles et des habitudes du café où elle travaillait depuis tant d'années. À peine le soleil levé, Lucie entendit le bruit d'une enveloppe glisser sous la porte de son petit appartement. Elle s'empressa de ramasser le courrier, intriguée par l'épaisseur différente et la calligraphie soignée sur l'enveloppe principale. À l'intérieur, elle découvrit une lettre formelle, rédigée sur un papier épais et parfumé, l'invitant à un déjeuner, le lendemain dans un vieux restaurant du quartier latin, un lieu connu pour son histoire et son ambiance discrète. Dès les premiers mots, l'invitation portait la marque élégante de Gabriel Fournier. Mais ce qui la troubla beaucoup plus que l'invitation, ce furent les photographies jointes à la lettre. Des clichés sépia montraient la façade de la brasserie Belleville, mais sous un autre nom, Café du Bois, et à une époque qui datait visiblement d'au moins 50 ans. En feuilletant les images,
Lucie crut reconnaître une silhouette en tablier derrière une fenêtre. Les traits lui rappelaient étrangement ceux de sa grand-mère maternelle, Simone, dont elle avait souvent entendu parler sans jamais connaître vraiment le passé. Au bas de l'une des photos, une annotation manuscrite attira son attention. C'est dans ces murs que Simone a montré ce que la bonté pouvait changer. Juste à côté, quelques phrases ajoutées de la main de Gabriel mentionnaient la force de la gentillesse, le pouvoir discret des actes simples, et lui soufflaient finalement. Il y a beaucoup à découvrir, Lucie. Le passé et le présent ne sont jamais aussi séparés qu'on le croit. Lucie sentit son cœur accélérer. Elle pensa aussitôt à toutes les fois où, enfant, sa mère répétait le même dicton que Simone utilisait. Un café n'est bon que si la chaleur est partagée. Jamais elle n'avait fait le rapprochement entre ce proverbe, la brasserie et l'histoire familiale. L'invitation de Gabriel semblait prendre une toute autre dimension. Il ne s'agissait pas seulement de lui offrir une opportunité, mais plutôt de réveiller une mémoire longtemps enfouie. Très vite, elle se demanda si la chance d'avoir aidé ce vieil inconnu n'était pas, en réalité, une façon de renouer avec sa propre histoire. Ce nouveau mystère qui liait ses gestes du présent à la bonté de sa grand-mère dans le même quartier donnait à Lucie le sentiment que tout cela dépassait une simple coïncidence. Une sorte de fil invisible reliait son quotidien modeste à une histoire bien plus vaste, dont elle ignorait encore la portée. En fermant son vestiaire après une nouvelle journée épuisante à la brasserie, Lucie remarqua un petit objet en plastique bleu posé sur ses affaires, une clé USB accompagnée d'une courte note, à consulter avant le déjeuner de demain. L'écriture, droite et ferme, lui rappela immédiatement celle de Gabriel Fournier. D'abord, hésitante, Lucie glissa la clé dans la poche de sa veste et rentra rapidement chez elle, son esprit bourdonnant d'interrogations. Une fois à la maison, vérifiant que sa mère s'était endormie devant la télévision, Lucie alluma son ordinateur et inséra le dispositif. Il contenait plusieurs dossiers. Le premier renfermait des vidéos jaunies filmées dans la brasserie, certaines datant de plusieurs décennies, montrant un lieu bien vivant où les habitants du quartier se réunissaient avec spontanéité. Sur plusieurs photos, elle reconnut le visage serein de sa grand-mère Simone, entourée de familles diverses, partageant des sourires et des repas généreux. Puis, le contenu devenait plus sombre. Des images récentes montrant des comportements discriminatoires dans l'équipe actuelle, surtout envers les employés issus de l'immigration ou de milieux modestes. Lucie sentit la colère lui monter. Elle la gorge en découvrant ces preuves bien réelles de ce qu'elle avait toujours ressenti sans pouvoir l'exprimer. Mais ce fut le dernier fichier qui la bouleversa le plus. Il s'agissait d'une reproduction fidèle d'un contrat daté de 1932. Plusieurs pages officielles retraçaient une vente douteuse du Café du Bois, l'ancêtre direct de la brasserie Belleville, à des membres notoires d'une famille influente du quartier, dont les noms revenaient souvent dans la bouche, de Philippe. Le document, annoté en rouge, expliquait en détail comment, à une époque de crise, la famille de Lucie, incapable d'assumer des dettes soudaines, avait été victime d'une escroquerie soigneusement orchestrée. Le café, lieu de vie fondé par ses aïeux, leur avait été arraché sans scrupule, la justice de l'époque appliquant des lois injustes, teintées du préjugé ambiant contre les familles venues d'ailleurs. En lisant cela, Lucie sentit une indignation profonde l'envahir. Ce n'était plus seulement une question d'inconfort ou d'hostilité quotidienne. Elle prenait conscience de porter sur ses épaules le poids d'une injustice vieille de 80 ans. Un lieu où elle se sentait étrangère, où on la méprisait, était en réalité le fruit du travail et de la bonté de sa propre famille, volé sous ses yeux par une vieille machine de préjugés. Sa tristesse se transforma alors en une détermination tranquille. Il ne s'agissait plus seulement de survivre au travail, mais de reprendre la place qu'on leur avait niée depuis si longtemps. Lucie n'eut presque pas le temps de reprendre.
Son souffle, après avoir découvert la vérité sur l'histoire de sa famille et de la brasserie. Tandis qu'elle restait assise devant son écran, tentant de mettre en ordre toutes ces révélations, son téléphone vibra sur la table basse. Un message de Léa. Il était tard, ce qui n'était pas dans les habitudes de sa collègue, mais Lucie ouvrit quand même la conversation. Les mots sautaient presque de l'écran. On m'a dit qu'une inspection surprise de la direction du travail pourrait avoir lieu vendredi. Il paraît que quelqu'un a transmis un dossier solide sur les cas de discrimination. Tiens-toi prête, Philippe est paniqué. En quelques secondes, l'équilibre déjà fragile de la brasserie semblait basculer. Lucie imagina Philippe, stressé, parcourant les couloirs, vérifiant les plannings et fouillant dans les piles de documents à la recherche de la moindre faille qui pourrait lui coûter cher. Depuis des jours, il n'arrêtait pas d'angoisser et tentait de contrôler tout le monde davantage, mais cette fois, la peur était visible chez lui. Même les collègues les plus dociles avaient remarqué ses allers-retours nerveux et son ton sec. D'un coup, les regards des employés, autrefois fuyants, semblaient animés d'un espoir nouveau, mélange de crainte et de soulagement. Pour Lucie, la panique de Philippe était presque une délivrance. Toute la rancœur et l'injustice qu'elle avait endurée devinrent un autre moteur. La sensation de ne rien pouvoir faire, qui lui avait collé à la peau depuis ses premiers pas dans la brasserie, s'était dissipée. Elle ne sentait plus ce poids de l'impuissance. À la place, une sorte de calme s'installait en elle. Elle savait désormais ce qu'elle valait, ce qu'elle représentait. Tout ce système malsain qui avait broyé sa famille des décennies plus tôt et l'avait reléguée au rang d'invisible dans un lieu qui aurait dû être le sien, était enfin sur le point d'être mis en lumière. La réflexion de Gabriel sur la bonté, les sacrifices de Simone, et même son propre geste spontané derrière le comptoir prenait maintenant tout leur sens. Ce n'était peut-être qu'un détail anodin, mais il venait de fissurer le silence pesant de générations entières. À cet instant, Lucie sentit que la roue commençait vraiment à tourner. Pour la première fois, le vent semblait souffler dans son sens. Lucie arriva devant le restaurant du quartier latin, le ventre noué mais décidé à affronter ce qui l'attendait. Devant la porte, Gabriel Fournier l'accueillit, avec un sourire calme, et lui serra la main. Ils s'installèrent à une table discrète au fond de la salle, où deux autres personnes étaient déjà assises, Maître Lefebvre et Maître Bernard, des avocats spécialisés dans les affaires familiales et le droit du patrimoine. D'emblée, Gabriel précisa que la discussion serait honnête et concrète. Lucie sentit que, pour la première fois, elle avait sa place autour de cette table. Très vite, les experts sortirent des dossiers bien épais, truffés de papiers datant de plusieurs décennies. Maître Lefebvre exposa les preuves rassemblées sur la reprise du Café du Bois. À l'époque, après la maladie soudaine de l'arrière-grand-père de Lucie, la famille avait été fragilisée. Quelques notables du quartier en avaient profité pour manipuler des procédures et détourner le café à leur profit, profitant d'ambiguïtés juridiques qu'ils avaient eux-mêmes créées. La famille de Lucie s'était retrouvée sans ressources ni soutien et n'avait jamais pu obtenir réparation. L'injustice courait depuis près de 80 ans. Tout était parfaitement documenté, des faux actes notariés aux manœuvres pour empêcher toute contestation. Ce récit, même si douloureux, donna à Lucie un étrange sentiment d'énergie. Elle découvrait que sa souffrance et celle de ses ancêtres pouvaient devenir un vrai moteur. Maître Bernard expliqua alors que la justice moderne, au-delà de la réparation financière, travaillait parfois à ce qu'on appelait la justice restaurative. Il s'agissait de reconnaître publiquement le préjudice, de rendre son histoire à la famille et d'amorcer une réparation symbolique ou concrète. Pour Lucie, entendre ce mot « restaurative » fit écho à tout ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas uniquement l'argent ou la propriété du café, mais l'héritage humain, la mémoire de sa lignée et la possibilité de tourner la page dignement. Gabriel, soucieux de laisser le choix à Lucie, lui présenta alors les
Option proposée. Elle pouvait lancer une procédure judiciaire contre les actuels propriétaires et la mairie pour récupération du lieu. Elle pouvait aussi négocier un accord public, faisant émerger la vérité tout en obtenant des engagements forts pour le futur. Mais la décision lui appartenait entièrement. Gabrielle appuya d'un regard doux la conviction que, peu importe ce qu'elle déciderait, elle serait soutenue et respectée. Devant cette liberté nouvelle, Lucie sentit le poids des générations se transformer en une puissance tranquille. Pour la première fois, elle savait qu'elle ouvrait elle-même la porte d'un possible avenir différent. Au même moment, alors que Lucie réfléchissait à ses choix entourée de personnes bienveillantes, la brasserie Belleville était plongée dans un climat de tension rarement vu. Philippe, le gérant, fut surpris par l'arrivée de 2 inspecteurs de la direction du travail. Ils s'étaient présentés sans prévenir, badge bien visible, et demandèrent immédiatement à consulter tous les registres du personnel, les fichiers de paie et certaines vidéos de surveillance interne. Les employés, figés d'inquiétude, assistaient à la scène en silence, guettant le moindre signe de conséquence. Philippe, dans l'urgence, se lança dans une fouille fébrile du bureau. Ouvrant tiroirs et cartons oubliés, il cherchait des documents susceptibles de le disculper ou, au moins, de minimiser les dégâts. C'est là qu'il tomba sur une vieille chemise remplie de photos. Il s'arrêta net en découvrant ces clichés en sépia montrant une large famille, souriante, posée solennellement devant l'enseigne Café du Bois. Il reconnut le visage d'une femme en tablier, au regard déterminé, entourée de plusieurs enfants. La ressemblance avec Lucie et la photo qu'il avait vue récemment dans ses dossiers le frappa soudainement. À peine eut-il le temps d'assimiler ce détail que le téléphone du bureau se mit à sonner. La voix froide et détachée qui résonna à l'autre bout appartenait à une avocate du service juridique du siège du groupe propriétaire, la société Renaissance Paris. Elle n'y alla pas par 4 chemins. Les plaintes et les documents reçus étaient graves, précisait-elle, et il fallait s'attendre à une poursuite officielle. Philippe sentit la sueur perler sur son front. Il demanda aussitôt à parler à Charles Mallet, le grand patron du groupe, et aussi un parent éloigné. L'appel fut transféré rapidement, mais la conversation qui suivit le laissa désemparé. Charles, d'un ton glacial, refusa de s'engager, expliquant que la société ne compromettrait pas sa réputation pour protéger un simple gérant. Quelle que soit leur parenté, la réalité le heurta de plein fouet. Ce qu'il croyait maîtriser lui échappait totalement. Les fondements de son autorité se fissuraient. Face aux inspecteurs qui attendaient toujours ces documents, Philippe comprit qu'il devait désormais affronter les conséquences de ses choix, seul, sans aucune garantie d'être couvert par son réseau ni sa hiérarchie. L'image de la famille fondatrice, jadis effacée, refaisait surface dans le chaos de son quotidien, lui rappelant brutalement que l'histoire finit toujours par réclamer la vérité. L'atmosphère à la brasserie, Belleville, était inhabituellement tendue ce matin-là. Dès l'entrée, Lucie sentit sur elle les yeux curieux de plusieurs habitués, regroupés près du comptoir ou installés à leur table favorite, leur café à la main. Derrière elle marchaient Gabrielle et les 2 avocats, suivis de près par une petite équipe de tournage qui installait caméra et micro d'un geste assuré mais discret. Lucie, d'un pas déterminé, se dirigea calmement vers le centre de la salle, avant de déposer un dossier épais sur l'une des grandes tables de bois brun qui avait vu passer tant d'histoires. Face à la scène, Philippe surgit de l'arrière-boutique, les traits tirés, flanqué de Charles Mallet, son parent influent. Tous 2 tentaient de garder une expression de maîtrise, mais il suffisait de regarder leurs mains nerveuses et leurs regards fuyants pour comprendre qu'ils n'étaient pas à l'aise. Quelques employés, jusque-là habitués à garder la tête baissée, s'approchèrent pour assister à ce moment inédit. Tous sentaient qu'un tournant décisif s'annonçait. Avec un calme inattendu, Lucie se leva et prit la parole. Elle remercia d'abord les personnes présentes, expliquant qu'il était temps de révéler une partie du passé jusqu'ici cachée et de réparer ce qui pouvait l'être. Elle alluma le projecteur apporté par l'équipe de tournage et, sans détour, lança la première séquence.
De l'écran défilaient des photos d'archives montrant la famille Dubois devant la brasserie, les sourires des générations passées et la vitalité d'un lieu autrefois ouvert à tous. Progressivement, les images laissèrent place à des documents beaucoup plus graves. Actes notariés falsifiés, lettres échangées lors de la vente du café et mails récents où Philippe donnait des consignes discriminatoires. Chaque élément apporté par Lucie et ses soutiens était détaillé par les avocats qui expliquaient calmement, à voix haute, la portée des fraudes et des manquements. Le silence s'imposa dans la salle à mesure que la vérité éclatait. On sentit la colère mêlée à la tristesse chez ceux qui découvraient l'envers du décor. Même les regards de Philippe et Charles ne trichaient plus. Leur assurance s'effritait, remplacée peu à peu par la peur et la honte. Cette confrontation, guettée par tous depuis longtemps sans jamais oser l'espérer, révélait la force d'une histoire restée vivace malgré tout et la possibilité d'écrire une suite différente. À peine les derniers documents projetés à l'écran, Charles Mallet fit entendre sa voix, coupant le silence tendu. Il affirma, d'un ton ferme, que toutes ces preuves pouvaient très bien être des faux, qu'il n'était pas rare de voir de faux documents utilisés pour salir la réputation d'une entreprise comme la leur. « Aucune date ni signature », cria-t-il. Un presque ne pourrait tenir face à un vrai expert. L'air se chargea d'un mélange d'incrédulité et de malaise, certains clients échangeant des regards gênés, d'autres haussant les épaules, habitués à ces manœuvres d'évitement venant d'en haut. Mais Gabriel, resté près de Lucie, ne se laissa pas impressionner. Il leva la main pour demander un instant, puis annonça calmement que la suite allait dépasser tout ce que la direction avait prévu. À ce moment-là, les grandes portes vitrées du café s'ouvrirent sur une vague de journalistes, caméras et micros levés, suivis de près par le président de la direction du travail en personne. La rumeur de la confrontation était déjà sortie du cercle de la brasserie. Une équipe de la télévision nationale filmait les réactions et les flashs commençaient à crépiter de tous les côtés. Le président prit la parole devant tous les témoins. Il ne chercha pas à minimiser la situation. Bien au contraire, il reconnut publiquement l'importance des preuves avancées, insistant sur le rôle primordial de la mémoire collective dans la vie du quartier et de la ville de Paris. Il affirma que l'entreprise se devait non seulement d'enquêter sérieusement sur ces abus, mais aussi de prendre des engagements forts pour réparer le passé. Il promettait une enquête interne rigoureuse, la mise en place de mesures concrètes pour corriger les discriminations et surtout d'entamer un travail de mémoire pour restituer à Lucie et à tous ceux dont les histoires avaient été effacées cette part de leur identité. Dans la foule, l'atmosphère avait commencé à changer. Ceux qui, une heure plus tôt, restaient silencieux par peur ou habitude, laissaient maintenant percer un début de respect et même un certain soulagement. Philippe, derrière son comptoir, baissait la tête, réalisant que tout ce qu'il avait tenté de cacher remontait enfin à la surface. Lucie, elle, sentit autour d'elle un mouvement discret, comme un souffle léger. Et pour la première fois, la justice et la vérité trouvèrent leur écho au grand jour. Après cette journée bouleversante, Lucie rentra chez elle, le cœur battant encore, sous l'effet de tout ce qui venait de se produire. Dans l'appartement aux volets entr'ouverts, elle trouva sa mère assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. Il y avait dans l'air une tranquillité nouvelle qui n'existait pas la veille, comme si un poids invisible s'était enfin allégé. Sa mère esquissa un sourire sincère, le genre de sourire rare qu'elle croyait perdu depuis des années. Quelques mots furent échangés à voix basse, mais l'essentiel passait dans les regards. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni reproche, ni honte, ni cette tristesse voilée qui régnait chaque fois qu'on évoquait l'histoire des Dubois et ce café disparu. Lucie sentit que leur souvenir commun prenait un sens différent. Tout ce qu'elles avaient vécu, la douleur et les silences, mais aussi la force de continuer, s'assemblaient maintenant en un récit de courage, de ténacité. L'ombre des anciennes pertes se dissipait. À la télévision, les journaux du soir retraçaient les événements de la brasserie Belleville.
Il parlait de mémoire retrouvée, de justice, de réconciliation. Des visages, des lieux, des histoires ressurgissaient à l'écran, et pour une fois, Lucie reconnut la vérité de leur vécu dans le récit qu'en faisaient les autres. Quand la nuit tomba, Lucie resta un moment seule devant la télévision, le salon empli d'une douce pénombre. Elle revoyait dans sa tête l'enchaînement des gestes qui avaient tout déclenché. Son hésitation au comptoir, la décision de payer ce café à une collègue, cette petite solidarité du quotidien qui avait pris une ampleur insoupçonnée. Ce n'était plus seulement son histoire ou celle de sa famille, mais celle d'un quartier et peut-être même d'une poignée d'autres familles à travers le pays qui voyaient soudain leur propre douleur reconnue. Elle réalisa alors qu'elle avait brisé une chaîne. Le récit de perte transmis de génération en génération commençait à se transformer, devenant une histoire de dignité retrouvée. Lucie comprit que ce cycle s'était arrêté grâce à un simple geste, un acte banal, mais chargé d'humanité, capable à lui seul d'inspirer d'autres à croire au changement, à la justice et à leur propre force. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où la vérité avait éclaté au grand jour et où la brasserie Belleville avait été placée au cœur de l'actualité. Durant cette période, tout le quartier avait vu le lieu se transformer, chantier après chantier, pour retrouver la façade d'autrefois. Les ouvriers avaient soigneusement restauré chaque détail selon les anciennes photos, les grandes fenêtres, l'enseigne de bois gravée et surtout, le nom Dubois réapparut fièrement au-dessus de la porte. Beaucoup d'anciens du quartier s'arrêtaient pour observer cette métamorphose et racontaient des souvenirs liés à la famille Dubois, évoquant à voix basse les années où l'établissement était un vrai centre de vie. La restitution du bâtiment avait été rendue possible grâce à un accord à l'amiable, imposé par la pression médiatique. La société Renaissance Paris, prise au piège devant l'épreuve et la mobilisation grandissante, avait accepté de dédommager la famille et de transférer la propriété à la nouvelle association Les Amis du Café Dubois, créée par Lucie. L'association s'était donnée pour mission d'honorer la mémoire des anciens, mais aussi d'offrir un lieu convivial et engagé à la communauté locale. Désormais, ce n'était plus seulement une question de réparation, mais un geste tourné vers l'avenir. Un matin de septembre, Lucie se tenait debout devant la grande porte vitrée, l'esprit calme et déterminé. Elle observa son reflet. Elle ne reconnaissait plus la jeune femme accablée d'incertitude et de doute qui avait franchi le même seuil quelques mois plus tôt. Les épreuves, les rencontres et la bataille menée l'avaient changée. À travers la vitre, elle voyait maintenant une femme debout, à la tête de ce lieu et de son histoire retrouvée. Gabriel vint la rejoindre, un léger sourire aux lèvres. Il la félicita simplement, lui rappelant que le chemin parcouru n'était pas que juridique ou administratif, mais aussi et surtout humain. Grâce à cette aventure, la douleur de la perte avait ouvert la voie à une guérison collective, un retour à la dignité. Lucie sentit, au fil des paroles de Gabriel, que la réconciliation n'était pas un état définitif, mais un mouvement, une ouverture. Elle savait que d'autres épreuves viendraient sûrement, mais elle était enfin prête à les affronter, entourée de l'énergie retrouvée du quartier et de l'héritage vivant de sa famille. Le jour de la réouverture, la brasserie Belleville, désormais rebaptisée Café Dubois, vibrait d'une vie nouvelle. Devant le bâtiment restauré, une foule bigarrée s'était rassemblée. Il y avait là des riverains curieux, des familles venues se retrouver un peu de leur histoire, mais surtout un groupe de jeunes venus des quartiers environnants. Ces jeunes, souvent laissés pour compte par le système, attendaient avec impatience l'ouverture du nouveau centre de formation professionnelle qui devait partager les murs du café. Depuis quelques semaines, ils suivaient l'évolution des travaux, rêvant à ce que pourrait leur apporter ce lieu où l'on promettait apprentissage, entraide et une chance concrète de s'intégrer dans la vie active. Adèle, investisseur et âme dans la réussite de la renaissance du café, avait proposé à Clément de prendre la tête de la gestion quotidienne. Clément,
toujours souriant et patient, connaissait mieux que personne les rouages du quartier et savait gagner la confiance même des plus réservés. Dès l'aube, il avait parcouru les salles pour vérifier que tout était prêt. Les tables soigneusement disposées, l'atelier de formation préparé, les affiches racontant l'histoire de la famille Dubois accrochées au mur. Pour lui, comme pour Lucie, il ne s'agissait plus d'un simple commerce, mais d'un véritable lieu de transmission et d'ouverture vers l'avenir. Derrière toute cette effervescence, il subsistait une ombre. Non loin de là, dans un petit café, oublié du 11e arrondissement, Philippe était assis seul à une table, une tasse de café noir refroidissant entre ses mains. Loin de ses anciennes habitudes de patron, il observait le va-et-vient désabusé des clients et jetait de brefs regards à la serveuse, qui se contentait de le saluer avec l'indifférence polie accordée à n'importe quel inconnu. Rien ne l'identifiait plus comme quelqu'un d'important. Son téléphone restait muet. Privé de ses soutiens, Philippe se découvrait à son tour relégué à cette place invisible qu'il imposait autrefois aux autres. La victoire collective du Café Dubois retentissait jusque dans les quartiers les plus modestes de Paris, où l'écho d'un espoir nouveau se propageait. Pourtant, l'histoire de Philippe rappelait à tous que le changement portait aussi son lot de pertes et de remises en question, invitant chacun à réfléchir à sa propre trajectoire et à ce que signifiait vraiment appartenir à la même communauté. Le jour tant attendu de l'inauguration arriva enfin et, dès le matin, la brasserie Belleville ne désemplissait pas. Les trottoirs se remplirent de voisins, de familles, d'anciens employés et de jeunes curieux. Tous voulaient assister à ce moment historique. Dès l'aube, Lucie sentait une énergie particulière dans l'air. Sur le parvis, un large ruban tricolore avait été tendu. Quand l'heure arriva, Lucie se tint droite, la main de sa mère serrée dans la sienne. Ensemble, elles avancèrent sous une pluie d'applaudissements, des visages souriants partout autour d'eux. Lucie inspira un bon coup et coupa le ruban, libérant aussitôt une vague de joie communicative dans la foule. Les éclats de voix, les rires et même quelques larmes accompagnaient ce geste symbolique. Sa mère la regarda pleine de fierté silencieuse, se remémorant toutes les années passées dans l'angoisse de voir disparaître leur histoire. Cette cérémonie dépassait tout. C'était bien plus qu'une simple ouverture de commerce. C'était une véritable réparation, un hommage collectif à toutes celles et ceux qui avaient été oubliés ou réduits au silence. Lucie prit la parole pour remercier tout le monde. Dans son discours, elle rappela l'importance de la mémoire, celle qui unit et donne du sens à chacune des actions du quotidien. Elle affirma que chaque café servi ici serait une manière d'honorer la dignité et la persévérance de chaque génération passée. Le public resta un moment suspendu à ces mots, l'émotion visible même sur les visages les plus fermés. On sentait vraiment que ce lieu désormais appartenait à tous. Un peu plus tard, alors que chacun découvrait les nouveaux espaces, la salle d'apprentissage, la petite bibliothèque, l'atelier derrière la cour, Lucie remarqua Gabriel, assis tranquillement à une table, observant la vie qui renaissait autour de lui. Elle s'approcha, intriguée, puis s'assit à ses côtés. Après quelques instants de silence, elle lui demanda ce qui l'avait poussé à concevoir sa fameuse méthode de test social, un procédé qui avait tant encouragé la vérité à émerger au fil des mois. Gabriel esquissa un léger sourire et répondit simplement: « La richesse d'une personne ou d'une communauté ne se mesure jamais à ce qu'elle possède, mais à l'authenticité de ce qu'elle donne, surtout lorsqu'il n'y a rien à gagner en retour. » Là, dans cette brasserie renaissante, Lucie comprit combien ses paroles prenaient sens sous ses yeux. La semaine qui suivit, l'inauguration, la brasserie Belleville, redevenue Café Dubois, inaugura sa toute première exposition. L'équipe, aidée par quelques bénévoles passionnés d'histoire locale, avait consacré une grande partie du mur principal à retracer le passé du lieu. On pouvait y voir de nombreuses photos noires et blancs, certaines datant de la fin du XIXe siècle,
le grand-père de Lucie, y figurait en tablier, debout devant l'entrée originelle du café, entouré de voisins venus célébrer de petits et de grands moments ensemble. Un peu plus loin, d'autres images montraient la brasserie pendant la guerre, puis les lettres officielles de l'expropriation qui avaient arraché le lieu à la famille Dubois. À côté, des articles de presse récents racontaient la mobilisation et la victoire ayant mené à la restitution. Les visiteurs défilaient, touchés par cette mémoire enfin mise à nu. Les jeunes du centre de formation discutaient autour de ces archives, découvrant la force des histoires que Paris pouvait cacher dans chaque immeuble. Pour Lucie, le plus fort restait de voir les photographies du Bizavo trôner au centre du mur. Son visage grave, mais fier, semblait veiller sur le renouveau du café et sur la nouvelle génération. Dans le cadre de l'accord signé, Charles Mallette était contraint d'assister à l'ouverture de l'exposition. Il arriva d'un pas lourd, le regard fuyant la foule et les caméras qui le guettaient à distance respectueuse. Jamais il n'avait imaginé finir ainsi, mis face à tant d'évidence, obligé de reconnaître ses erreurs devant tout un quartier. Quelques personnes lui lançaient des regards chargés de reproches, d'autres préféraient l'ignorer. Il s'arrêta, mal à l'aise, devant le mur d'archives. Lucie s'approcha de lui, sans animosité. Avec calme, elle expliqua devant témoins qu'elle n'était pas là pour se venger. Pour elle, la justice n'était pas une question de revanche, mais d'équité. Elle lui rappela que la vérité ne pouvait jamais réellement être prise à quelqu'un. Elle pouvait être cachée, ignorée, mais jamais définitivement éliminée. Ce qui importait désormais, c'était d'assumer le passé pour bâtir quelque chose de plus honnête. Le silence de Charles en disait long. Dans la salle, chacun semblait mesurer le poids de ce dialogue et la valeur d'avoir enfin tourné une page sans rien effacer. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire du Café Dubois ne cessa de faire parler d'elle. Les journaux nationaux, la radio et même les réseaux sociaux s'emparèrent de cette histoire, y voyant l'exemple familier d'une justice tardive, mais essentielle. Partout, on affichait le visage de Lucie, présentée comme leader d'un mouvement où la mémoire familiale rencontrait l'engagement citoyen. Elle fut invitée à des débats sur des chaînes connues, où elle expliqua sans langue de bois que la vraie transformation d'une société naissait de gestes concrets et d'un refus clair de laisser le passé disparaître sans trace. Pour beaucoup, son combat réhabilitait le respect dû à toutes les histoires silencieuses, celles qui n'avaient pas toujours eu voix au chapitre. De son côté, Charles Mallette se retrouva écarté du monde des affaires. Les appels cessèrent. Les anciens partenaires prirent leur distance et les clients se firent plus rares. Désorienté, il erra quelque temps dans Paris à la recherche d'un endroit où l'on ne reconnaîtrait pas son visage épinglé dans la presse. Il tenta de s'accrocher à son orgueil, mais le sentiment d'isolement finit par l'envahir. Se sentant rejeté, il comprit ce que signifiait réellement être à l'écart, être jugé pour son passé et condamné à cette forme de silence que lui-même avait imposée à d'autres. Un jour, dans un petit café anonyme du 19e arrondissement, Charles s'assit à une table en coin, le regard perdu. Il commandait toujours le café le moins cher, n'osant plus relever les yeux vers les autres. Ce jour-là, alors qu'il fouillait dans ses poches à la recherche de quelques pièces, la jeune serveuse lui tendit une tasse fumante avec un sourire timide. « C'est pour vous, monsieur. Aujourd'hui, c'est offert. » Surprise totale pour Charles, qui n'était pas habitué à recevoir sans attendre de retour, encore moins cet élan de bienveillance. Il la remercia d'une voix hésitante, les yeux soudain humides. Ce geste simple fit surgir en lui des souvenirs, mais surtout une tristesse nouvelle qu'il ne connaissait pas, celle de la compréhension tardive. Il réalisa alors combien une petite attention, même banale, pouvait toucher et transformer. Pour lui, ce café offert n'était qu'un détail pour la serveuse, mais cela résonna comme une leçon d'humanité. Son histoire bouclait ainsi la boucle, rappelant que même les murs les plus fiers finissent par tomber devant la force discrète d'un acte authentiquement généreux.